Je l'ai annoncé pendant mon introduction à cette matinale. J'ai appelé ce matin Alessandre Adjinan, enseignante français. Il est par ailleurs aussi syndicaliste. Monsieur Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle de pertinence, de la pertinence de faire recruter un encadreur à la maison pour aider à l'excellence scolaire des enfants. Merci surtout d'avoir accepté de discuter avec nous. Alors, pour commencer, quel est le rôle d'un répétiteur normalement? Merci. Et lorsque nous prenons le mot répétiteur, il y a répéter, ça provient du verbe répéter. Ça veut dire que le répétiteur essaie quand même de revisiter les notions enseignées avec l'apprenant à la maison, que ce soit un écolier, que ce soit un collégien. Donc, le répétiteur a pour rôle d'encadrer l'apprenant, de l'aider à améliorer ses performances afin que les parents obtiennent un bon résultat en fin d'année. Alors, c'est devenu pratiquement systématique aujourd'hui. Et les promoteurs d'établissements privés en font même une exigence. Vous avez des fondateurs, des créateurs d'établissements qui disent, avant d'inscrire votre enfant, il faut penser à lui prendre un répétiteur. Pourquoi payer à une contribution, c'est-à-dire des frais scolaires à l'école, faire enregistrer son enfant à l'école et puis être obligé d'amener justement à recruter un répétiteur pour le même travail? Merci. Il ne s'agit pas seulement de payer la scolarité. Lorsque vous prenez un établissement privé, vous payez également les frais de travaux dirigés. Absolument. Parce que les travaux dirigés, c'est déjà un mois après le début des activités pédagogiques et ça se passe tous les samedis. Mais en dehors de cela, les privés exigent, comme vous venez de le dire, qu'on recrute des répétiteurs. Lorsqu'il s'agit du collège, c'est au moins dans 3 ou 4 disciplines, en fonction de la série. Si c'est la série C ou bien la série D, vous devez prendre un répétiteur en mathématiques, en physique, en SVT, et pourquoi pas en français, en anglais, ainsi de suite. Lorsque vous constatez que les privés donnent de très bons résultats, mais tous ces facteurs-là contribuent à leur performance. Parce que dans les privés, c'est le résultat, le bon résultat. Et les parents sont contraints, parfois, comme vous venez de le dire, de faire en sorte que l'apprenant ne soit pas à la traîne. Parce que l'objectif des établissements privés, c'est de faire 100%. Et parfois, vous constatez que au niveau de certaines séries, au BPC surtout, c'est 100% parfois. Au baccalauréat aussi, il y a des séries qui donnent 100% dans le privé. Donc, si on exige aux parents de prendre des répétiteurs, c'est pour accompagner l'apprenant, c'est pour accompagner l'établissement afin qu'en fin d'année, on ait de bons résultats pour que ces résultats-là améliorent l'image de l'établissement. Dans ce cas, les enseignants ne servent à rien dans l'établissement alors? Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Les enseignants font leur travail. Il y a un programme à exécuter. Et dans les établissements privés, souvent, il y a un deadline pour finir le programme parce que vous finissez le programme à un instant T et les révisions, ce qu'on appelle les bachotages, ça démarre. Donc, les enseignants font leur travail, il y a les travaux dirigés et à la maison, il y a également les répétiteurs. Et vous constatez aussi que avec tous ces efforts-là, on a beaucoup de bonnes mentions à l'issue des différents examens de fin d'année dans les établissements privés. On va dire alors que même les établissements privés ne jouent aucun rôle que d'encaisser les frais parce que si c'est le parent d'élève qui doit payer pour ce que l'enseignant va enseigner dans la salle de classe, payer pour les conditions dans lesquelles l'enfant va rester pour étudier à l'école et se charger encore maintenant de l'encadrer à la maison et d'y veiller, ça veut dire qu'en réalité c'est le père qui est du début à la fin de la formation de l'enfant. Alors qu'est-ce que l'établissement privé fait et quelle est la conscience professionnelle et morale de l'enseignant face à un apprenant à qui on a tout payé à la limite? Bon, lorsque vous dites que les parents font tout du début jusqu'à la fin,
Bon, l'enseignant joue son rôle. Parce que c'est Lequel? l'enseignant. Oui, c'est l'enseignant qui Il enseigne. vaut carrément prendre le répétiteur à la maison et laisser tomber cette affaire de cours. Non, ça va beaucoup mieux, non? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les répétiteurs interviennent dans les maisons et les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches, alors que les activités pédagogiques se déroulent du lundi au vendredi. Donc, ces périodes-là, mercredi soir, ce ne sont pas des cours du soir, donc mercredi soir, samedi matin, dimanche, ne suffisent pas pour dérouler les programmes par discipline afin de permettre à un apprenant d'affronter un examen national. La chose n'est pas possible. Donc, les enseignants jouent leur rôle. Et les parents, c'est ce que nous déplorons souvent dans le public, s'il y a l'accompagnement des parents. Parce qu'il y a des parents qui viennent déposer les enfants, qui les abandonnent. C'est vrai, il y a beaucoup d'exigences dans le privé, mais au niveau du public aussi, si les parents accompagnent un peu les apprenants, on allait aussi donner de très bons résultats. Mais on n'est pas resté sans donner de bons résultats, hein, parce qu'il faut voir aussi les effectifs. Lorsque vous avez 30 dans une classe de terminale, dans le privé, et vous avez 90 bon, 90 dans le public, non, on ne permet pas ça, parce que lorsqu'on s'en tient à l'arrêté qui réglemente les effectifs, le maxi dans une classe de seconde 6 c'est 50. Donc 30 et 50, vous voyez, ça fait pratiquement le double. Et là, lorsque l'effectif est réduit, ça permet à l'enseignant de multiplier les évaluations. Donc l'enseignant joue son rôle et les parents sont appelés, surtout dans les établissements privés, à faire beaucoup plus d'efforts, à accompagner ces candidats-là afin qu'ils donnent de bons résultats. Et lorsque au finish, on a la mention assez bien, je commence par assez bien, la mention bien, la mention très bien. Tout ça, ça revient à l'établissement et aux enseignants. À aucun moment, quand on célèbre justement le succès des enfants, à aucun moment on ne cite les parents qui ont déboursé, qui se sont saignés pour payer autant. Bon, je crois que c'est votre point de vue parce que d'abord, on pense à l'apprenant, on dit voilà, ils ont fait de belles performances et tout. On ne parle pas souvent des enseignants. Hein. Sérieusement, j'ai vu des cérémonies qu'on a organisées où on a primé des enseignants pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait, alors que le parent a été obligé non seulement de payer pour la scolarité de l'enfant, mais surtout payer des répétiteurs dans 5 à 6 matières avant que l'apprenant ait ce niveau. Bon, je crois que ces reconnaissances-là, et ça vient souvent de la part des promoteurs d'établissements privés qui, pour la plupart, sont aussi des enseignants et qui reconnaissent le mérite des enseignants. Sinon, ce ne sont pas les dirigeants qui récompensent souvent les enseignants, qui les félicitent. C'est pour la première fois que nous avons constaté que le chef de l'État a invité les meilleurs au CEP, au BPC, au baccalauréat et accompagner des enseignants, de leurs parents, et ainsi de suite. Donc, je crois que très souvent, lorsque l'enseignant finit de faire les résultats, ce sont certains parents aussi reconnaissent à ces enseignants-là les efforts consentis, les nombreux sacrifices consentis, et les invitent souvent à un festin. Ça, on remarque ça souvent. Donc, lorsqu'on parle de répétiteurs, je crois que c'est pour permettre d'abord aux candidats de ne pas perdre une année scolaire. Parce que c'est mieux d'investir pour que l'enfant, le candidat réussisse. C'est mieux de se saigner plutôt. Parce que ça devient carrément une exigence et le parent souffre. Oui, c'est mieux de le faire pour éviter que le candidat perde une année scolaire. Parce qu'une année scolaire de perdu, toutes les tracasseries, et les frais de scolarité, les frais de TD, le petit déjeuner, les fournitures et tout. Donc, le mieux, c'est de saigner pour que au finish, le candidat fasse une belle performance. Et lorsque c'est la mention assez bien, bien ou très bien, le bachelier ou bien la bachelière a la chance d'être sélectionné dans une
école de formation de son choix. Elle se voyait. Donc, dans les établissements publics aussi, à un moment donné, vous aviez semblé faire une copie-collée de ce qui se passait dans le privé, dans le public. Parce qu'on a commencé à remarquer aussi que les enseignants ont commencé à faire de moindres efforts, c'est le service minimum. On a commencé aussi à inventer les TD, etc. et à obliger les enfants à venir et à même leur rappeler, et vous l'aviez fait tout à l'heure, de leur rappeler aussi aux parents qu'ils doivent prendre des répétiteurs pour leurs enfants à la maison. Il n'y a plus de différence entre le service public et le privé. Non. Je crois que il y a une très grande différence. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez service minimum, puisque en tant que représentant des enseignants, nous essayons de donner le bon exemple d'ailleurs et nous essayons également de sensibiliser nos collègues. Lorsque un enseignant a cours, il vient au cours à l'heure, il fait son travail comme cela se doit. Et je dois dire que les travaux dirigés ne sont pas payants dans les établissements publics. C'est lors du vote du budget, depuis quelques années d'ailleurs, c'est lors du vote cela, du budget. on avait commencé à exiger les 300 francs, les photocopies, etc., que les apprenants payaient pour suivre les TD. Il a fallu l'avènement justement du pouvoir de la rupture pour que ce gros bazar-là cesse. Non, lorsqu'on propose une épreuve et qu'on doit l'administrer au cours des travaux dirigés, les frais de photocopie sont à la charge des apprenants parce que ce n'est pas l'enseignant qui va débourser de l'argent pour payer les frais de photocopie. Ce n'est pas non plus l'établissement parce que l'établissement a déjà fait un effort pour prévoir le paiement des enseignants dans le budget du collège. Elle se voit. Donc, les frais de photocopie sont à la charge des apprenants. Et ce sont seulement les frais de photocopie qui sont à la charge des apprenants. Non, il faut éviter une confusion. Lorsque des enseignants organisent des TD payants, vous allez constater que ça ne se déroule pas dans les lycées et collèges publics. C'est peut-être un établissement privé qu'il a négocié et il demande aux apprenants désireux d'y participer, de venir. Ça peut être 250 francs, ça peut être 300 francs. Et on n'oblige personne à aller suivre ces travaux dirigés payants là. Donc, celui qui va suivre, le parent qui envoie son enfant là-bas, c'est toujours pour renforcer ses capacités. Il a le choix. Mais quand il s'agit d'un lycée ou d'un collège public, les TD sont gratuits et on prévoit plus d'une dizaine de séances au profit des classes de 3e et de terminale afin que les résultats de fin d'année soient meilleurs. Est-ce qu'un répétiteur doit être l'enseignant qui encadre l'apprenant à l'école? Bon, ça dépend parce que il y en a qui font des jeux qui ne sont pas très catholiques. Vous venez progressivement maintenant à ma réalité. Non, parce que vous semblez montrer un monde très parfait avant. Non, un enseignant au cours primaire, par exemple, qui tient l'enfant à l'école et qui négocie pour être son répétiteur à la maison. Parfois, on constate que cet apprenant-là fait toujours de belles performances. Ça veut dire quoi? Ce qu'on soupçonne souvent, c'est que c'est l'enseignant qui prépare l'évaluation à l'école. Et il n'est pas exclu qu'il ait déjà abordé certains aspects de cette évaluation-là. Donc, c'est une manière de montrer aux parents qu'il fait bien son travail à l'école et qu'il le fait bien à la maison également. Est-ce que c'est pour cette raison que l'apprenant fait toujours de belles performances? Donc, si on peut éviter, parce que pour être répétiteur d'un apprenant, si c'est le cours primaire, il faut avoir tenu la classe ou bien être en train de tenir la classe. Mais c'est toujours bon de solliciter un autre pour voir quand même quel est le niveau atteint et que l'enseignant qui n'est pas le titulaire de la classe puisse permettre à cet écolier d'entendre un autre son de cloche, c'est-à-dire c'est la même chose qu'on va lui dire d'une autre manière. Sinon, il voit le même enseignant
à l'école, ils voient encore le même enseignant à la maison. Je crois que ce n'est pas très intéressant. Mais il y a des parents qui préfèrent cela et c'est leur choix. Est-ce que cela a un avantage? Bon, moi je ne vois pas, parce que celui qui n'est pas titulaire de la classe et qui vient travailler aussi, ça lui permet de voir si l'enseignant titulaire de la classe est en train d'évoluer dans le programme, est en train de faire son travail comme cela se doit, si lui aussi il est un expérimenté. Sinon, si c'est la même personne, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Est-ce que le parent est obligé de suivre ce que fait le répétiteur à la maison? Bon, il y a des parents qui confectionnent des cahiers, des cahiers de test, surtout s'il s'agit du collège, l'enseignant qui vient, parce que s'ils sont nombreux, chacun est marge à la partie de la discipline qu'il enseigne. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le suivi, vous venez, vous émargez. Et il y a des parents qui sont vraiment rigoureux. On vous dit, vous devez faire tel nombre de séances dans ce mois. Mais vous avez raté 2 séances, donc vous prenez les dispositions pour rattraper les séances que vous n'avez pas pu faire. Donc, ça se passe comme ça aussi. Donc, on exige que l'enseignant signe un cahier, qu'il marque sa présence, qu'il fasse rigoureusement le nombre d'heures dues, si je peux m'exprimer en certaines. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour que le suivi soit une réalité. Alors, je l'ai dit, vous êtes syndicaliste. Je ne peux pas vous laisser partir sans 2 mots sur la corporation. Ça fait la 3e semaine que nous engageons depuis la rentrée des classes. Tout est calme et tranquille. J'imagine que la meilleure corporation actuellement, en tout cas au Bénin, c'est la corporation des enseignants. Parce que je pensais que vous alliez m'inviter en prélude à la rentrée ou tout au début pour on a invité beaucoup d'autres syndicalistes. Vous n'êtes pas le seul syndicaliste au Bénin. Donc voilà, on a donné la parole à d'autres personnes. Maintenant, vous avez l'occasion. Non, vous savez, cette rentrée a très mal commencé. Très mal commencé dans la mesure où nous avons eu à dire, sur d'autres chaînes que les mutations ont été publiées en retard, les nominations ont été publiées en retard. Nous reconnaissons que cela ne se passait pas comme ça d'habitude parce que le ministre Yves Kwaro-Tchabi a toujours essayé de rendre publiques les nominations au début du mois de juillet et les mutations aussi à au moins 3 semaines, même si par le passé, le délai d'1 mois n'est pas rigoureusement respecté. Sinon, lorsqu'on prend l'arrêté portant titre de mutation, il faut publier les mutations 30 jours avant le démarrage de la rentrée. Mais c'est à peine 1 semaine de la rentrée que les mutations ont été rendues publiques. De même que les nominations. Alors qu'il faut que les enseignants mutés aillent prendre service. Et ce n'est pas pour rien, parce que celui qui doit quitter le nord pour le sud, celui qui doit quitter le sud pour le nord, il doit voyager, il doit faire déplacer sa famille, inscrire ses enfants. Donc, c'est après la reprise même que les mutations départementales ont eu lieu, parce qu'il faut des réajustements. Et là encore, après les mutations départementales qui ont eu lieu déjà à la rentrée, on attend encore des réajustements, parce qu'il y a des déficits dans certaines disciplines par endroit et il y a des surplus à d'autres endroits. Donc, cela fait que ce sont ceux-là qui ont déjà eu leur emploi du temps, qui ne sont pas concernés par ces mutations-là, qui ont déjà repris les activités pédagogiques. Il y a des classes qui n'ont pas encore d'enseignants dans certaines disciplines. Lorsque nous prenons le primaire, le point fait présente un déficit de 819 enseignants. Donc, au plan national, au plan national, il y a 819 classes qui n'auront pas d'enseignants. Avec ça, on aura les classes jumelées. On va mettre CICP ensemble, alors que ce n'est pas le même programme. Et C1, C2, CM1, CM2. Cela pose un véritable problème. Et il y a les problèmes de carrière qui ne sont pas gérés au mieux, qui ne sont pas gérés comme cela se doit. Et ce que nous regrettons,
les séances de négociation, ce qui a eu lieu le mardi 10 septembre, on n'appelle pas ça une séance de négociation. Non, c'est une séance d'information. C'est l'habitude, c'est-à-dire les membres du gouvernement invitent les représentants des travailleurs pour leur dire, bon, diligence effectuée par rapport à la rentrée. C'est-à-dire chaque année... mais est-ce que c'est l'endroit pour faire les négociations? Est-ce que ce n'est pas l'endroit, je dois dire, terminus, comme pour dire, parce qu'avant cette instance nationale, il y a quand même au niveau sectoriel, au niveau délocalisé, un certain nombre de structures mises en place où les discussions sont menées, les orientations sont faites, les conseils sont donnés, les décisions sont à la fois prises pour permettre à ce que justement, à l'instance nationale, qu'on apprenne juste les décisions qui ont été prises par rapport aux différentes situations qui auront été préalablement présentées. Non, je crois que les conseils sectoriels pour le dialogue social ont laissé place à la commission administrative paritaire au niveau des différents ministères. Et là aussi, les problèmes ne sont pas débattus et réglés à ce niveau-là. Non, lorsque vous prenez le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le ministre Yves Kouaro Tchabi fait ce qu'il peut, mais il n'a pas la solution à tous les problèmes. Vous prenez par exemple les enseignants qui sont en formation, les 2012, 2014, 2016, mais ils ont fini la formation, mais ils n'ont pas les arrêtés interministériels de mise en formation. Ça dépasse en compétence seul. Et donc, bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire que il y a des questions même qu'on pouvait régler au niveau sectoriel, mais qui ne trouvent pas les solutions appropriées. Lorsqu'on envoie, par exemple, des gens qui sont titulaires d'une licence professionnelle, qui ont passé le concours en tant que A3-1, parce que la licence professionnelle obtenue dans les instituts publics de notre pays équivalent les licences professionnelles à la maîtrise académique obtenue dans les facultés. Mais au lieu de les classer en A3-1, on les a classés en B1-1 en violation de l'article 10 du décret portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État. Il y a les questions de formation, de mise en formation des professeurs adjoints. Lorsqu'on prend le décret portant statut particulier, il est précisé que lorsqu'un professeur adjoint passe 3 années dans la catégorie A échelle 3, on doit prendre les dispositions pour lui permettre de retourner en formation en vue de l'obtention du CAPES ou du CAPET respectivement. Mais il y en a qui ont déjà fait 10 ans, 12 ans, 13 ans, mais on ne pense pas à leur formation. Et lorsque vous prenez les près de 14 000 enseignants agents de l'État, il y a à peine 1000 professeurs certifiés et les professeurs certifiés. Et où sont ceux-là? Ceux-là ne sont pas en situation de classe. Les élèves professeurs certifiés et surtout les professeurs certifiés sont ceux-là qui sont chefs d'établissement, censeurs adjoints dans les lycées et collèges à second cycle. Ça veut dire que on les met à une position qui leur permettent justement de surveiller, d'avoir un œil. Non, conformément au test, ce sont les cadres A1 qui doivent diriger les établissements second cycle. Maintenant, on laisse les professeurs adjoints intervenir dans les classes de second cycle. Ce qui n'est pas normal parce que le professeur adjoint intervient au premier cycle. Donc, nécessité de former les professeurs adjoints. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses. Le souhait, c'est que vous puissiez nous inviter. Pour qu'on ça va être un bonheur d'en discuter. Peut-être qu'on va prévoir une rencontre la semaine prochaine pour en parler, vider de faute en comble les éléments qui sont encore en attente, qui nous allons nous satisfaire rendre justement les enseignants. Alexandre Adina, merci d'être venu. Merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à une dernière rubrique avant de vous faire souffler un peu. Je sais qu'on vous a tenu beaucoup en haleine depuis 7 heures à Cotonou. La dernière rubrique, c'est Santé Matin.